Il est question d'écrivains, de coups de foudre, d'exercices d'admiration entre écrivains, de ce qui fait cette histoire littéraire. Et je crois que, en tant que biographe de tous ces amis, ces écrivains, de Robert Walser à Rilke, en passant par Schnitzler, Stefan Zweig, bien que tu aies fait beaucoup d'autres choses parallèlement, je crois qu'au travers de l'exercice de la biographie, tu les as lus dans leurs œuvres, tu les as lus dans leurs correspondances, tu es allé te déplacer pour aller rechercher des lieux, des documents, des archives, et c'est par ce biais que tu rentres avec ce livre dans ce petit échange qui est quand même très étonnant, c'est-à-dire, est-ce que tu savais que tous ces écrivains, ils étaient aussi nombreux à avoir voulu dompter leurs craintes, leurs angoisses, leurs inquiétudes, des distances géographiques incroyables, pour aller frapper à la porte de leurs maîtres, de ceux qu'ils admiraient. Est-ce que tu imaginais qu'ils seraient aussi nombreux? Parce que on a pléthore d'écrivains de la partie française, européenne, américaine. C'est une vraie traversée. Oui, c'est vrai. Il y a une 50aine de visites à peu près sur ce principe. Et effectivement, non, je n'ai pas du tout imaginé ça. J'avais 4-5 exemples au départ. Je me suis dit, c'est une idée intéressante. J'ai cherché, j'ai creusé et j'en trouvais de plus en plus. Je trouvais des idées parfois qui allaient un peu à l'encontre de cet exercice d'admiration. Et donc, j'ai fait un peu feu de tout bois dans ce type de recherche. Mais comme la couverture le montre, d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est l'idée de la porte. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont jamais eu envie ou même pensé aller voir leur modèle parce que il y a quelque chose là d'assez impudique, d'assez dérangeant. On peut imaginer que aller frapper à la porte du grand Victor Hugo, puisque moi je remonte effectivement assez loin, ou d'autres écrivains, il y a quelque chose où on peut se poser des questions. Quelle légitimité on a en tant que jeune impétrant pour aller frapper à la porte de quelqu'un qu'on admire. Mais voilà, c'est ce symbole-là, cette porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière une fois que la porte est franchie? Alors d'abord, même je vais un petit peu vite, il faut déjà y arriver, c'est-à-dire retrouver l'adresse. On n'est évidemment pas à l'heure de l'Internet où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi sur un certain nombre de personnes. Là, il faut, par exemple, traverser un pays dans son entier, se tromper parce que l'écrivain n'est pas connu sous son nom d'écrivain, mais sous son nom de plume, mais sous son vrai nom, comme Mark Twain, par exemple. Et ça donne lieu à la personne qui le recherche, qui n'est autre que Rudyard Kipling, à sillonner effectivement des États dans tous les sens à la recherche de ce fameux Mark Twain dont on lui dit qu'il habite plutôt ici, plutôt là-bas, etc. Donc ça demande à ces gens une vraie constance, presque un travail de détective souvent pour les rechercher. Et puis après ça demande de l'audace parce que tout d'un coup la porte s'ouvre et devant eux se tient la statue du commandeur et qui parfois n'a pas du tout envie d'être effectivement sollicité, dérangé, parfois peut s'agacer de cette présomption folle, parfois peut s'en amuser. Enfin, bon, il y a effectivement quelques histoires assez réussies qui deviennent celles d'amitié, d'échange, qui font certainement beaucoup de bien à l'auteur visité. Puis il y a surtout des histoires parfois un peu cocasses et maladroites et qui se terminent pas toujours formidablement. De désamour, voire de détestation. Voire de détestation, alors, etc. On peut peut-être s'arrêter à ce que tu évoques dans un premier temps, c'est-à-dire Henry James à Charles Dickens. J'ai vu le maître et en proie à une intense émotion, j'ai tremblé de tous mes membres. Voilà, il se trouve que dans cette histoire, Henry James, qui était encore jeune, n'avait pas publié grand-chose, mais avait déjà écrit un certain nombre d'articles. Et quelque temps auparavant, il s'était permis, dans un grand journal de l'époque, de descendre les derniers livres de Dickens, qui pour lui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il faisait. Mais en revanche, quand il voit que Dickens se redéplace pour faire un tour d'Amérique, comme il avait déjà fait auparavant, il ne peut pas résister au fait d'aller le voir. Et en fait, on apprend que
s'il a montré tant d'intérêt et d'émotion devant le maître, c'est parce que ça lui rappelait une lecture qu'il avait eue en tant que petit enfant, qu'il avait beaucoup ému, et que là, il n'avait plus du tout envie d'être aussi violent, d'être aussi véhément dans son approche et dans sa critique, mais il avait juste envie de redevenir ce petit garçon et de dire oh, David Copperfield, c'est merveilleux. Bon, la vraie vie n'est pas faite comme ça, c'est-à-dire qu'il a à peine pu approcher le maître qui était en exercice mondain, on va dire. Mais comme souvent, comme cette histoire ou comme d'autres, parfois ça reste presque des exercices dont ces écrivains-là peuvent se vanter plus tard. C'est-à-dire, ça fait partie de leur carnet mondain, de leurs histoires favorites, alors qu'ils peuvent à peu près décliner de toutes les manières aussi, tant qu'ils ont le beau rôle, on va dire. Voilà. Parfois, on invente. Et parfois, on invente. C'est encore mieux comme ça. Exactement. Donc, face à ceux qui, comme Italo Calvino, face à Hemingway, écrit « Je le regardais comme un dieu », dans cette merveille d'admiration, de se mettre au même niveau, d'échanger, parfois sur des préoccupations d'auteur, parfois sur des livres qui sont lus dans un certain sens et pas forcément dans l'autre. Mais on se retrouve aussi avec des histoires qui, comme tu le disais, sont cocasses. Ce sont des malentendus. Est-ce que, par exemple, Edith Wharton, qui a écrit Affreux à propos d'un grand écrivain, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose là ? Oui, là c'est vraiment un des exemples, enfin je ne peux pas dire préféré, ça ne veut rien dire, mais en tous les cas je le trouve assez symptomatique. Il s'agit de Francis Scott Fitzgerald, qui avait l'admiration, lui, extrêmement voyante, qui adorait admirer de toutes les façons. Et donc quand il a entendu que Edith Wharton était dans les murs de leur maison d'édition commune, c'était à l'époque où il a signé The Great Gatsby, il s'est précipité dans le bureau pour se jeter à ses pieds et lui dire « Madame, je vous admire », etc. Ce qui, pour une femme, comme on peut imaginer qu'était Edith Wharton, c'est-à-dire de la côte Est, extrêmement bien élevée, extrêmement réservée, n'était pas nécessairement ressenti comme quelque chose de très facile. Toujours est-il, c'est qu'il essaye de continuer ce premier contact en lui envoyant un exemplaire donc, de son roman Gatsby magnifique. Et Edith Wharton, qui est donc bien élevée, l'invite à venir. Et dans l'angoisse, alors là, je ne vais pas raconter, je vais faire un petit peu plus court, dans l'angoisse de cette rencontre, Fitzgerald fait ce qu'il fait à l'époque le mieux, outre l'écriture, c'est-à-dire il boit, pour essayer de un petit peu calmer les craintes et les voilà, calmer ses nerfs, angoisses. Exactement. Et quand il arrive, il est un petit peu... Voilà, il est dans cet état un petit peu plus facile qui fait que bon, il a plutôt envie de la secouer, de la choquer. Donc il commence à lui dire 2 ou 3 choses. Et Edith Wharton, très sérieusement, le reprend comme une maîtresse d'école qu'elle sait parfois être. Et toujours est-il, voilà l'exemple d'une visite ratée, c'est-à-dire qu'il essaye d'éblouir cette femme pour laquelle il éprouve un respect infini, en tous les cas au niveau de son travail. Et elle, la seule remarque qu'elle fera, c'est le soir même dans son écrivain, ça sera un mot lapidaire. Affreux. Voilà Il y a aussi de temps en temps des exercices de rivalité entre l'un et l'autre qui sont quand même assez stupéfiants. Tu peux peut-être nous prendre 1 ou 2 exemples. La rivalité, elle est permanente, c'est-à-dire à partir du moment où le jeune auteur ou en passe de l'être, qui n'a pas toujours d'ailleurs des raisons nobles de rendre visite à l'auteur. Parfois il a envie d'avoir un prix. Il a envie d'avoir un prix, il a envie d'être reconnu, simplement, adoubé comme un père. Donc c'est compliqué. Le premier exemple auquel je pense, ça pourrait être Victor Hugo, qui rêvait. On connaît tous cette fameuse phrase où il s'exclamait qu'il voulait être Chateaubriand ou rien. Donc il a eu l'occasion de rencontrer Chateaubriand, qui a été assez impressionné par le jeune homme qu'il était. Alors je passe sur différents épisodes et à un moment donné, oui, il y a une véritable rivalité qui naît dans la mesure où quand Chateaubriand, lui, commence à voir son étoile décliner, non seulement en tant que d'abord homme politique et puis aussi en tant qu'écrivain, et puis de voir tout ce mouvement du romantisme avec Victor Hugo en tête, chef de file. Voilà, Ouais. en chef de file, il commence à trouver ça un petit peu amer. Donc voilà, on a ces espèces de lettres qui sont remplies de pointes,
toujours. Alors comme ce sont tous des grands littérateurs, ça donne des passages magnifiques. Mais parfois c'est assez triste, effectivement, parce qu'on pourrait imaginer que l'un pourrait continuer à briller sans être menacé toujours par le nouveau qui arrive et qui intéresse beaucoup plus tout le monde. Enfin, mais il y a quand même quelques histoires plus heureuses et peut-être qu'on peut rester aussi sur ces exemples-là. Il y a des grandes histoires aussi d'amitié. On peut parler d'André Gide, hein, qui c'est une très jolie histoire dans la mesure où il va apprendre exprès la langue pour traduire, puis s'inspirer du voyage pour aller faire son voyage. Il faut André Gide, Joseph Conrad, et qui écrit votre amitié, qui est bien le plus grand trésor que j'ai conquis à la pointe de ma plume. Qu'est-ce qu'il va faire André Gide face à Conrad? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un jour, il apprend son existence. Il existe très peu de livres de lui à ce moment-là, juste un seul qui a été traduit en français. Il trouve la traduction épouvantable. Il se rend compte que lui-même a une connaissance de l'anglais qui est tout à fait lacunaire. Et donc, vraiment, il s'exerce, il travaille, il prend un professeur, il engage un professeur privé, il travaille véritablement. Et puis après, il va négocier pour racheter tous les droits de Conrad et lui-même va traduire Typhon. Et entre-temps va lui rendre visite et voilà, échanger. Alors après, là c'est une histoire assez forte aussi, parce qu'on imagine bien que ce sont deux univers complètement différents, entre le grand aventurier qui a été Conrad, qui a été dans un milieu, qui a dépeint un milieu parfois souvent hostile, en tous les cas, avec une espèce de masculinité extrêmement affirmée, et André Gide, toujours à l'époque vêtu de sa grande cape et de son chapeau à large rebord. Et pourtant, il y a quelque chose qui passe entre les deux hommes, et réel, parce que c'est un échange qui est sur le texte. Voilà, comment rendre hommage au texte de la meilleure façon qui soit. Et c'est tellement fort, cette amitié, effectivement, pour Gide, qui finira, à la mort de Conrad, il ira essayer de faire exactement le même voyage au Congo qu'a fait Conrad. Il en tirera évidemment un livre, mais c'était un hommage qu'il voulait rendre à cet ami trop tôt disparu. Alors on y croise François Sagan, on y croise Suzanne Sontag, on y croise Colette, de Casanova finalement à Thomas Mann. Enfin, il y a pléthore d'écrivains, pléthore de rencontres, et j'ai envie de dire c'est vraiment un hommage à la littérature. Voilà, c'est ça, avec des lectures, avec des cultures croisées toujours. Enfin, c'est pas toujours un Français chez un Français. C'est Truman Capote qui va rencontrer Colette en France. Ou on parlait de Hemingway. C'est l'échange culturel qui est aussi extrêmement important, et l'effort de se mettre à la hauteur de la langue, la littérature, avec des échanges qui sont parfois époustouflants, et aussi en effet de grosses déceptions et parfois des mentions qui n'existent pas dans les journaux. On ne retient pas la visite d'eux, on ne va rien dire parce qu'il ne faut pas dévoiler toutes ces histoires assez remarquables que tu as mises en scène et que tu as merveilleusement bien écrites. Mais en tous les cas, c'est vraiment un très beau livre, et pour une rentrée littéraire qui a toute sa place. Bon. Merci beaucoup, Merci Catherine. mille fois, merci.